Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, ce matin, la matinée a été très chargée avec des États-Unis, de la Chine. Donc, maintenant, place aux émergents. Et justement, un des messages principaux qui est ressorti de cette matinée, c'est qu'il fallait s'attendre à avoir peut-être moins de croissance en Chine pour différentes raisons, moins de croissance aux États-Unis aussi. Et donc, la question simple qui se pose aujourd'hui, la première en tout cas pour le reste du monde et en particulier pour le monde émergent, c'est quels vont être les pays les plus affectés par ce ralentissement dans les deux principales économies mondiales. Parce que Chine plus États-Unis, c'est 40% de l'économie mondiale. Chine plus États-Unis, l'année dernière, c'était même 2/3 de la croissance mondiale. Alors, une réponse déjà simple à travers une carte. D'ailleurs, je vous préviens, j'espère que vous aimez les cartes parce que vous allez en voir pas mal au cours des 15 prochaines minutes. On a fait ressortir quelque chose de très facile à comprendre sur cette carte. C'est le premier pays destinataire des exportations. Donc, quand un pays apparaît en rouge, ça veut dire qu'il exporte en premier vers la Chine. Quand il apparaît en bleu, ça veut dire qu'il exporte en premier vers les États-Unis. En vert, c'est vers un des pays de la zone euro. Et en ocre, ou beige, je ne sais pas exactement comment on l'appelle, c'est vers un autre pays. Et ce qui ressort, eh bien, c'est que pour ce qui concerne les pays émergents qui pourraient être très affectés par un ralentissement américain, ce sont essentiellement des pays proches, autour d'eux, en Amérique centrale, un peu en Asie aussi, on a tendance à l'oublier, comme des pays comme l'Inde, le Vietnam commercent d'abord avec les États-Unis plutôt qu'avec la Chine. En ce qui concerne la Chine, eh bien, c'est assez diversifié, il y en a beaucoup, en Asie, bien sûr, mais également en Afrique et aussi en Amérique latine. Alors ceci dit, je dois quand même reconnaître que cette carte a tendance un petit peu à minorer l'impact de la Chine sur l'économie mondiale, pour différentes raisons. Premièrement, quand on poursuit le classement, la Chine apparaît souvent comme le deuxième ou troisième partenaire commercial, beaucoup plus que d'autres pays, et donc ça, vous ne le voyez pas sur la carte. Et puis la deuxième raison, elle est que, eh bien, un pays, même s'il n'exporte pas beaucoup vers la Chine, peut être affecté beaucoup par un ralentissement chinois s'il exporte des matières premières dont le prix va baisser parce qu'il y a des craintes liées au ralentissement en Chine. Et tous les ans, vous le savez, la question des cours des matières premières, c'est le gros point d'interrogation pour les pays émergents, c'est la carte joker. Et donc, ce que nous avons fait, en fait, l'année dernière, c'est que nous avons passé beaucoup de temps dans notre équipe pour mettre en place des modèles statistiques qui permettent de mieux prévoir quantitativement ces cours des matières premières. Et donc, nous avons utilisé des méthodes statistiques dites de lasso qui permettent, à partir d'un très grand nombre de variables, de sélectionner simplement les plus significatives. Donc, par exemple, pour la courbe en bleu, vous voyez l'acier, eh bien, la variable qui ressort le mieux, et ça ne va pas vous surprendre, ce sont les prix de l'immobilier en Chine pour prévoir donc, les cours de l'acier mondiaux. Pourquoi ? Parce que la Chine, c'est la moitié de la demande mondiale d'acier, et cette demande, quand elle arrive en Chine, c'est principalement pour le secteur de la construction. Donc, que nous disent ces modèles ? Eh bien, dans le cas de l'acier, je le disais, il faut s'attendre à une poursuite de la baisse des cours qu'on observe notamment depuis le milieu de l'année dernière. Dans le cas du pétrole, alors vous savez que c'est très sujet à une forte volatilité au jour le jour. Notre scénario est toujours d'avoir des prix cette année qui seront proches de $60 le baril en moyenne. Pourquoi ? Parce que d'un côté, et on l'a vu ces derniers jours, la croissance de la demande mondiale est à un plus bas depuis une dizaine d'années, mais de l'autre, je l'évoquais déjà brièvement ce matin, il faut peut-être moins s'attendre à avoir de surprises positives en ce qui concerne l'offre, et en particulier du côté des États-Unis, où on arrive à un plateau, et donc il y aura peut-être moins de croissance de production en provenance des États-Unis. Et finalement, parmi les matières premières où les perspectives sont un peu meilleures, eh bien on retrouve certains biens agricoles, vous voyez le soja, où de mauvaises récoltes aux États-Unis, le deuxième producteur mondial, vont affecter l'offre, et donc ce sera positif pour les prix. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour la croissance des émergents ? Moins d'activité, moins de croissance aux États-Unis, moins de croissance en Chine. Globalement, des cours des matières premières toujours assez bas, sauf exception peut-être pour certains biens agricoles. A priori, ça va dans le sens d'une croissance toujours très différenciée d'un pays à l'autre. Alors, l'année dernière, ici même,
nous vous présentions notre nouveau modèle de prévision de l'activité économique à court terme, à 3 à 6 mois, que nous vous présentions pour les principales économies de la zone euro. Et en fait, ce que nous avions fait, ce que nous vous avions montré, eh bien, c'était que nous utilisions des méthodes de machine learning et d'analyse en composantes principales pour, encore une fois, inclure un grand nombre de variables, inclure également notre expérience de paiement chez Coface et en déduire eh bien, des perspectives à 3 à 6 mois pour l'activité dans différents pays. Alors l'année dernière, j'en parlais pour le cas de la zone euro. Aujourd'hui, depuis un an, qu'est-ce que nous avons fait? Bon, déjà, nous avons donné un petit nom à cet indicateur. Il n'en avait pas à l'époque. Donc, il s'appelle Craft. Vous voyez le détail derrière moi. Et puis surtout, nous l'avons étendu à plusieurs pays émergents. Et vous en voyez deux exemples très illustratifs derrière moi, l'Afrique du Sud à gauche et la Turquie à droite. Donc, pour l'Afrique du Sud, par exemple, il y avait 75 variables. Au final, on n'en retient que 10. Vous voyez que dans le passé, notre courbe et celle du PIB sont assez bien corrélées. Et donc, ça nous indique que eh bien, la situation devrait continuer d'être assez mauvaise dans les 3 à 6 mois à venir. Pourquoi ? En raison des effets retardés, notamment de sécheresse en Afrique du Sud, des coupes dans les dépenses publiques, un taux de chômage qui, vous le savez, est historiquement élevé dans ce pays, mais qui l'est encore plus aujourd'hui. Et puis, je reviens sur ce que je disais, de moindres perspectives d'exportation vers la Chine, notamment en matière d'acier et d'autres métaux. Et à l'inverse, eh bien, vous voyez un autre pays à droite où, là, les perspectives sont un peu différentes. C'est un pays, la Turquie, dont nous vous avions beaucoup parlé l'année dernière et même l'année précédente, parce qu'à l'époque, le pays était en plein milieu d'une crise de change. Depuis le printemps dernier, ça s'est stabilisé de ce côté-là. L'inflation est revenue à un chiffre. La Banque centrale a pu très fortement et très rapidement baisser ses taux. Et donc, le crédit aux entreprises repart petit à petit. Alors, bien sûr, ce sont les mêmes vieilles recettes utilisées par la Banque centrale turque et les autorités turques qu'elles ont utilisées dans le passé. Ça veut dire qu'à moyen terme, les mêmes excès vont se recréer et sans doute le même type de crise. Mais en tout cas, à court terme, pour 2020, ça offre clairement une bouffée d'oxygène pour les entreprises et l'activité devrait repartir. C'est d'ailleurs pour ça que nous améliorons l'évaluation du pays aujourd'hui. Donc, je le disais, dans les émergents, moins de croissance à l'export, sans doute, un peu comme dans le reste du monde. Donc, a priori, c'est quelque chose d'assez négatif. Ça a quand même un côté positif. Vous le voyez sur le graphique de gauche, derrière moi. Les exportations baissent tendanciellement dans le monde émergent, mais leurs importations aussi. Et dans le détail, si vous regardez précisément ce graphique à gauche, eh bien, vous voyez que depuis 5 ans, les importations baissent davantage que les exportations. Donc la petite barre en bleu est toujours positive depuis 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire pour les émergents? Eh bien, ça veut dire que leur balance commerciale a tendance à augmenter. Donc leurs déséquilibres externes ont tendance à se résorber petit à petit, et vous en avez la confirmation sur le graphique de droite qui vous montre le nombre de pays qui ont un déficit courant supérieur à 5% du PIB, donc un déficit important. Ils sont de moins en moins nombreux. Donc concrètement, pour les entreprises, ça veut dire qu'il faut quand même s'attendre à avoir un peu moins de risques de change, un peu moins de risques à rapatrier vos profits de l'étranger dans les mois et les trimestres à venir. Alors bien sûr, c'est une tendance générale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. Algérie, Tunisie, les situations restent extrêmement critiques en la matière. Risque de surchauffe aussi dans d'autres pays en Afrique, Kenya, Éthiopie, pour n'en citer que quelques-uns. En Europe, la Roumanie est aussi un peu dans ce cas de figure, la Colombie en Amérique latine, donc il y a des exceptions. Mais globalement, la tendance générale est clairement à l'amélioration dans ce domaine. Alors je poursuis mon tour des risques pays un peu classiques, je dirais, et je commence par le plus évident, le risque pays le plus traditionnel, qui est le risque souverain, parce qu'il revient très clairement sur le devant de la scène aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment les experts du Fonds monétaire international ont fait, mais ils ont retrouvé des données de dette publique des pays émergents datant du 19e siècle. Donc, je vous montre ces données, vous les voyez sur la gauche. Et le fait est que la dette publique dans les pays émergents est aujourd'hui à un plus haut niveau historique. Et c'est vrai dans la quasi-totalité des régions, sauf en Europe centrale et orientale, c'est ce que vous constatez à droite. En Amérique latine, on retrouve les niveaux de dette connus à la fin des années 80 et au début des années 90, au moment où il y a eu énormément de crises de dette, vous le savez. En Afrique, on retrouve les niveaux de dette publique qu'on observait au début des années 2000, quand il y a eu cette vague d'annulation de dette par les créanciers internationaux. Donc bien sûr, quand on dit que la dette augmente, le niveau de dette ne dit pas tout.
49 banques centrales ont baissé leur taux d'intérêt l'année dernière, donc ça va offrir une bouffée d'oxygène à certains États. Et puis la structure de la dette publique dans les émergents a changé. Désormais, 80% d'entre elles est libellée en devise locale. Mais le fait est que cet endettement augmente et donc ce risque souverain est élevé et est à surveiller dans beaucoup de pays. Alors ces dernières années, nous vous parlions plutôt du risque lié à l'endettement des entreprises. Celui-ci reste d'ailleurs très d'actualité. Mais donc, entre l'endettement des entreprises d'un côté et l'endettement public de l'autre, il y a un acteur bien précis qui est l'entreprise publique, dont on ne parle pas souvent, mais qui est aussi de plus en plus fragile dans certains pays émergents. Et d'ailleurs, vous voyez sur le graphique de gauche que quand on regarde le volume total d'endettement des entreprises pour les principaux pays émergents, souvent, c'est un endettement qui est en fait très lié aux entreprises publiques. Alors pour le pays qui est le plus à gauche, la Chine, ça ne surprend personne, c'est quelque chose qui est très connu. Mais pour les autres, hormis la Turquie, vous voyez que pour les autres, ça reste quand même très lié à la partie verte, donc l'endettement des entreprises publiques. Donc risque à surveiller. Bien sûr, une fois qu'on a regardé ce volume total d'endettement des entreprises publiques, ça ne suffit pas pour bien matérialiser les problèmes en la matière. Parce que la question ensuite qui se pose, c'est est-ce que cet endettement des entreprises publiques, il est très diffusé, il est partagé entre une multitude d'entreprises, ou au contraire, est-ce qu'il est partagé, ou au contraire, est-ce qu'il est concentré en une seule ou quelques entreprises? Et donc pour répondre à cette question, vous voyez le graphique de droite, où là, on s'est intéressé à l'endettement de la première entreprise publique de chaque pays. Et donc, vous voyez notamment sur l'échelle des abscisses cet endettement de cette première entreprise publique en pourcentage du PIB du pays. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez la Chine tout à gauche, où si c'est très à gauche, ça signifie qu'en fait, ce risque des entreprises publiques, il est très diffus. Il est partagé par une multitude d'entreprises, donc c'est important de regarder ça au niveau microéconomique, parce que ça veut dire que beaucoup d'entreprises sont à risque, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucune d'entre elles, a priori, n'est susceptible d'avoir un effet systémique sur l'ensemble de l'économie. A l'inverse, si vous regardez les deux pays qui ressortent du lot à droite du graphique, l'Afrique du Sud avec Eskom et le Mexique avec Pemex, là, l'endettement d'une entreprise en particulier représente à elle seule près d'un dixième de l'économie. Et donc, si cette entreprise est fragile, et c'est le cas dans chacun de ces deux pays, vous comprenez pourquoi on peut s'attendre à des difficultés dans ces pays. Et puis, bien sûr, autre conséquence de l'endettement public au sens large, c'est que, dans beaucoup de cas, les gouvernements doivent couper dans les dépenses publiques. Et si les gouvernements coupent dans les dépenses publiques, les gens sont frustrés et les gens descendent dans la rue. Alors, cette question du risque social, du risque politique, on en a parlé déjà beaucoup l'année dernière, et notre conclusion, le message sur lequel on a insisté ici même, c'était de se dire l'année 2019 sera sans doute l'année du risque politique, du risque social en Afrique. On insistait sur cette région. Ça s'est confirmé pendant le premier semestre, avec les événements que vous connaissez en Algérie, au Soudan ou dans d'autres pays. Ça s'est étendu ensuite dans d'autres régions en fin d'année, Amérique latine, Hong Kong, le Liban, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, quelques enseignements qu'on peut tirer quand même de ces nombreux mouvements. Premièrement, hormis à Hong Kong, ce qui ressort quand même de ces mouvements récents, c'est que leur composante économique est de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même souvent dans ces mouvements des composantes communautaires ou religieuses. Mais regardez par exemple ce qui s'est passé en Irak, juste avant que les Iraniens et les Américains y mettent leur nez. La population à majorité chiite est descendue dans la rue pour protester contre un gouvernement chiite. Et donc, finalement, il semble que dans ces pays-là, dans tous ces mouvements-là, il y ait assez peu de composantes communautaires et religieuses. Ensuite, il y a une question aussi qui est revenue pas mal ces derniers temps, c'est on a l'impression que ces mouvements, il y a de plus en plus d'effets de contagion rapides entre eux. Par exemple, les Colombiens descendent dans la rue juste après que les Chiliens aient fait la même chose. C'est vrai qu'il y a des contagions rapides, mais quand on regarde les mouvements populaires dans l'histoire récente ou moins récente, ça a toujours été le cas. Dans les années 1980, par exemple, il y a eu beaucoup de mouvements de libération contre des dictatures en Corée, aux Philippines, à Myanmar, en Europe centrale et orientale, et tous ont aussi eu lieu à peu près à la même période, donc avec des effets de contagion. Si on remonte encore plus loin, vous savez que les historiens débattent encore des effets de la Révolution américaine sur la Révolution française. Donc en fait, rien de vraiment nouveau de ce côté-là. Question suivante, plus terre à terre, quel impact de ces mouvements sur l'activité économique de ces pays? Et là,
les enseignements historiques peuvent aussi être utiles. Donc ce que vous voyez depuis quelques minutes sur le graphique derrière moi, eh bien, c'est l'évolution du PIB dans les pays qui ont connu des mouvements sociaux après l'irruption de ces mouvements. Et donc le temps T au milieu, là où toutes les courbes se croisent, c'est l'année du mouvement social. Et puis on va jusqu'à 5 ans après. Et donc la bande grise, c'est l'éventail des possibles. Vous constatez comme moi qu'il est assez large, cet éventail des possibles. Vous avez à la fois des cas où finalement l'activité économique continue comme si de rien n'était. À l'inverse, vous en avez d'autres où, même 5 ans après, la production n'a pas retrouvé son niveau de départ. Donc c'est difficile d'en tirer des conclusions sur les effets économiques des mouvements récents. Il y a quand même un autre point commun, et c'est le dernier que je mentionnerai entre tous ces mouvements, c'est une tendance soit voulue par les gouvernements, soit subie à l'enlisement, voire même, au risque d'être vulgaire, au pourrissement. Et dans ce scénario-là, eh bien, il nous semble quand même que les effets économiques auront plutôt tendance à durer dans le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous dégradons aujourd'hui les évaluations de pays comme la Colombie ou comme le Chili. Alors maintenant, que dire pour ça, c'était pour 2019, que dire pour 2020 ? Vous savez qu'on a notre méthodologie depuis quelques années de mesure du risque politique dans toutes ses composantes, les risques externes avec les conflits et le terrorisme, qui est matérialisé ici par les tailles de bulles, et puis le risque social, matérialisé par la couleur des pays. Et donc ce risque social, vous le savez, on le mesure en se disant la chose suivante, eh bien d'un côté, il y a un risque social élevé quand la population est frustrée, et donc cette frustration, on essaie de la capter avec des données telles que le chômage, l'inflation, les inégalités de revenus, et de l'autre, c'est encore une fois un des enseignements des mouvements populaires récents et moins récents, c'est que cette frustration peut se transformer en changement politique effectif quand la population a des moyens, des outils pour l'exprimer. Et par outils, on entend accès à Internet, taux d'urbanisation ou niveau d'éducation. Et donc, quand on combine les deux, eh bien, vous obtenez cette carte avec les pays en rouge qui sont les pays les plus à risque. Et donc, ceux qui sont en rouge et où il ne s'est rien passé l'année dernière, ce sont peut-être ceux qui sont à surveiller pour cette année. Vous en voyez encore beaucoup en Afrique. Angola, par exemple, dans le nord du continent, un pays vers lequel beaucoup d'entreprises françaises exportent, le Maroc, à surveiller. Moyen-Orient toujours également, Asie centrale, où paradoxalement il y a une certaine ouverture économique, mais ça peut aussi générer de la frustration. Et puis la Russie, d'autant plus que, alors bien sûr, certaines manifestations ont déjà eu lieu l'année dernière, mais vous savez qu'il y a un nouveau projet de changement de constitution qui pourrait, là aussi, potentiellement mettre le feu aux poudres. Donc risque politique, et puis le dernier risque sur lequel je voulais insister, c'est peut-être le plus récent, et celui dont on va parler pendant tout le reste de l'après-midi. D'ailleurs, dans certains de ces mouvements populaires, maintenant, ils ont aussi une composante environnementale. Et c'est un des enseignements des mois et des trimestres récents, c'est que, je ne vais pas vous reciter tous les exemples, ça va des incendies en Australie, au Brésil, de changements de normes de consommation dans certains pays qui pénalisent les entreprises, mais on se rend compte que finalement, qu'on réfléchisse en tant que citoyen, que consommateur ou entreprise, il devient obligatoire maintenant de tenir compte de ces risques environnementaux au sens large. Donc c'est ce que nous faisons maintenant en matière d'analyse du risque de crédit. Et notre grille de lecture, elle est que finalement, pour nous, il faut tenir compte de deux grands types de risques environnementaux. Le premier, ce sont les risques physiques. Dit autrement, est-ce que des entreprises dans certains pays, dans certains secteurs d'activité, dans les trimestres et les années à venir, vont être susceptibles de subir de plus en plus de catastrophes naturelles fréquentes? Et donc pour mesurer ce risque physique, eh bien, il faut tenir compte d'indicateurs tels que des projections à long terme qui sont faites par les organisations internationales en matière de rendement agricole, de montée des températures, de montée des eaux. Et en faisant ça, vous obtenez la carte derrière nous qui vous montre, ce n'est pas surprenant, en rouge, les pays qui sont censés être les plus à risque. Alors on y voit beaucoup de pays du Sahel, beaucoup de pays d'Asie. Je ne vais absolument pas m'attarder sur cette question parce qu'elle sera traitée pendant la prochaine table ronde. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de distinctions entre économies avancées, les États-Unis ou le Japon qui ressortent comme des pays plus à risque en la matière que beaucoup de pays européens. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit quand même pas pour bien matérialiser ce risque, parce que deux pays qui subissent le même choc environnemental ou climatique peuvent ne pas y être sensibles également si la structure de leur population ou leur structure géographique diffère. Par exemple,
Si leur population est moins rurale, ils seront moins affectés. Ou si leur population est plus âgée, à l'inverse, ils seront plus affectés. Et donc, en ajoutant des indicateurs tels que la part de la population citadine, le vieillissement de la population, mais aussi la dépendance aux importations de certaines matières premières énergétiques, d'eau, etc., eh bien, on aboutit à cette carte un peu modifiée. Attention, ce n'est pas la même que la précédente, qui vous montre certains changements. Vous voyez sur la précédente le Brésil qui était en rouge vif. Désormais, il est en un peu plus pâle, parce que eh bien, le fait est qu'il est en fait moins sensible que des pays du Sahel, parce que sa population est très, très citadine. Donc ça vous permet de bien mesurer où sont les risques physiques les plus importants, pays par pays. Et ensuite, dernier type de risque, je le disais, il y en avait deux grandes catégories, mais ce sont ce qu'on appelle les risques de transition. On est en Europe, vous avez tous suivi la question des normes anti-pollution dans le secteur automobile qui a affecté beaucoup de grands constructeurs. Vous entendez tous les jours dans les journaux des sujets sur les consommateurs qui changent leur comportement, qui changent leurs dépenses en fonction de normes environnementales. Donc, il devient aussi de plus en plus important d'essayer d'évaluer quels vont être les secteurs les plus à risque face à ces risques de transition, parce que certaines entreprises n'arrivent pas à s'y adapter. Et les secteurs, vous les voyez, ils sont dans la bulle rouge en bas. Sans surprise, on y retrouve l'automobile. Et d'ailleurs, cette année, il y aura des changements importants en matière de normes anti-pollution. En Inde, il faudra les surveiller. Après la Chine l'année dernière et l'Europe l'année d'avant. Et puis, il faut aussi regarder la situation pays par pays. Et l'indicateur que vous voyez sur le graphique en haut vous montre, en fait, vise à répondre à la question, est-ce qu'un pays est aujourd'hui prêt à prendre des normes anti-pollution pour favoriser la lutte contre les changements environnementaux. Et comment est-ce mesuré? Eh bien, notamment en tenant compte de fréquences d'occurrence dans la presse de mots liés à l'environnement, de degrés d'intervention des gouvernements dans les conférences internationales liées à ces questions environnementales, mais aussi de mesures concrètes qui sont prises en matière de lutte contre les changements climatiques. Et donc vous voyez à gauche les pays qui sont les plus à même de prendre ce type de réforme. On y voit sans surprise beaucoup de pays d'Europe du Nord, des pays d'Europe de l'Ouest, et ensuite quand même beaucoup de cas très différents les uns des autres, avec beaucoup de pays émergents qui ressortent davantage que des pays d'Europe du Sud ou que les États-Unis, par exemple. Je m'arrête là sur cette question qui sera encore une fois abondamment traitée lors de la prochaine table ronde. Et je termine par une dernière carte, au risque de vous lasser avec les cartes, mais c'est, comme tous les ans, la carte des cartes, même si je vais y passer rapidement, je la montre. C'est notre carte des évaluations pays qui tient compte de tous les risques dont je viens de vous parler. D'ailleurs, vous pourrez la regarder dans le document qui vous a été distribué, dans notre guide des risques pays et sectoriels que vous pourrez vous procurer, que vous êtes déjà procuré à la sortie. Et vous y verrez donc que nous changeons 10 évaluations pays. 6 sont améliorées, 4 sont dégradées. Beaucoup d'entre eux, je les ai cités dans cette présentation, et donc les derniers, vous les découvrirez dans ces documents. Je vous remercie de votre attention, et j'attends Thierry pour poursuivre la discussion.